Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans mon 4e podcast. Alors aujourd'hui, le sujet est un peu particulier. Je vais vous parler de mon expérience de mort imminente. Oui, j'ai vécu une EMI, une expérience de mort imminente, quand j'étais enfant. Donc l'expérience de mort imminente, en anglais, vous dites Near Death Experience. Vous dites NDE, NDI, et nous, on dit l'expérience de mort imminente, donc l'EMI. EMI. Alors, une expérience de mort imminente, bon, il y a beaucoup de recherches, hein, on va dire depuis plus de 30, 40, 50 ans, sur les expériences de mort imminente. On sait aussi que dans les documents historiques sont déjà rapportées ces expériences, aussi dans l'Antiquité. Alors l'expérience de mort imminente, ce serait un état de conscience modifié qui va arriver euh, quand on perd conscience à la suite d'un accident, à la suite euh, d'une agression où on se sent menacé pour sa vie ou pendant un coma. On peut vivre ce type d'expérience. Et bien sûr, c'est quelque chose d'universel puisque nous avons beaucoup de témoignages dans tous les pays du monde. Témoignages, testimonies. On a beaucoup de témoignages dans tous les pays du monde où les personnes racontent leur EMI, leur expérience de mort imminente. En fait, c'est le souvenir, la mémoire qu'on a de cette expérience, qui est souvent assez difficile à expliquer, hein, parce que ce sont des ressentis spécifiques. Alors, les principales caractéristiques associées à l'EMI, à l'expérience de mort imminente, en général, euh, on retrouve dans les caractéristiques les plus récurrentes les idées d'émotions positives, la conscience d'être mort, la rencontre avec des personnes mortes, avec des personnes décédées, le déplacement dans un tunnel, l'observation d'un paysage magnifique comme un paradis, l'expérience de sortie de corps, la perception d'une lumière intense et la revue de vie, c'est-à-dire revoir sa vie. Alors moi, ça m'est arrivé quand j'étais enfant, j'avais 9 ou 10 ans. J'étais à la mer, j'étais au bord de la mer, j'avais pied, hein, j'étais avec mon frère qui a 5 ans de plus que moi et qui avait aussi 5 ans de plus que moi à l'époque. On était dans l'eau, mais on avait pied. Et soudainement, eh bien, la mer nous a emportés peut-être à 20 ou 30 mètres au large. Donc, je pense que c'était le phénomène des baïnes. Bon, le phénomène des baïnes est un phénomène qui est bien connu sur les plages du sud-ouest de la France. C'est un trou qui se forme dans l'eau et quand ce trou est rempli, après, il y a un courant de la mer qui retourne en arrière et un courant extrêmement fort. Donc, quand il y a des baïnes, il y a vraiment un risque de noyade. Hein. Une noyade drowning, une noyade. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, il y a un drapeau rouge sur les plages pour indiquer qu'il faut éviter la baignade, hein, éviter d'aller dans l'eau, éviter de se baigner, ou un drapeau orange.
qui signifie prudence, mais il faut mieux aussi éviter de se baigner. Et donc, moi, ce n'était pas dans le sud-ouest de la France, c'était sur une plage dans le sud-est de la France, en Camargue. Cette ville s'appelle Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est une ville en Camargue, au bord de la mer. Et donc, moi, c'était dans le sud-est. Mais il y a eu cet événement. Je pense que c'était un phénomène aussi de baïne, parce que ça correspond à ce qu'on a vécu, être propulsé de 20 à 30 mètres en arrière. Alors moi, j'avais 9 ans, 10 ans, je savais nager, mon frère aussi savait nager, mais je n'avais pas une résistance énorme et j'étais un enfant. Donc, en fait, ce qui se passe, donc mon frère et moi avons essayé de retourner sur la plage en nageant, mais on se battait, on faisait beaucoup d'efforts pour retourner sur cette plage, mais on n'y arrivait pas. Donc, et puis petit à petit, on s'éloignait. Mon frère nageait mieux que moi parce qu'il était tout simplement plus grand et plus sportif que moi. Moi, je n'arrivais pas à avancer. Et même, plus j'avançais, plus j'avais l'impression de reculer. Reculer, ça veut dire aller en arrière. Et bon, mon frère essayait de me pousser, mais ça ne fonctionnait pas. Mon père était venu pour essayer de me récupérer de loin, mais il n'y arrivait pas, même s'il était un bon nageur, il n'arrivait pas à nous rejoindre. À un moment, parce que pour moi, ça semblait très long, je n'avais plus de force pour nager et continuer à nager, plus aucune force, même si mon frère essayait toujours de m'aider. Il y a un moment dans ma tête, j'ai dit, je laisse tomber, j'abandonne, je me laisse complètement aller, je ne fais plus l'effort de nager. Alors, j'ai arrêté. J'ai tout simplement arrêté de me battre contre les éléments, contre les vagues, contre la mer. Et c'est à ce moment-là que j'ai vécu cette expérience de mort imminente. Alors bien sûr, je ne savais pas ce que j'étais en train de vivre à l'époque, mais alors que mon corps me faisait souffrir parce que je n'arrivais plus à respirer, j'avais beaucoup d'eau dans le corps, j'avais absorbé beaucoup d'eau, donc j'avais mal partout, j'avais extrêmement mal à mes jambes, à mes bras, j'étais très essoufflée, mon cœur battait très très vite. Et là, quand j'ai décidé de ne plus me battre, de tout abandonner, d'arrêter, je me suis sentie super, super bien. Alors, mais avec une sensation très étrange parce que je me suis vue, moi, sur un nuage. Pour moi, c'était un nuage. Donc, je me voyais allongée sur un nuage blanc, d'un blanc éclatant, hein, une lumière éclatante. Et j'étais allongée sur ce nuage que je trouvais très dufteux, hein, fluffy, dufteux, qui était très dufteux, très confortable, très agréable. J'étais bien, vraiment bien sur ce nuage, mais en même temps, je ne sentais pas vraiment mon corps. Alors c'est assez particulier de dire ça, c'est que je me sentais super bien, mais je ne sentais plus mon corps, comme si mon corps ne pesait rien. C'était comme une plume, comme une plume. Donc, vous savez, les plumes sur les oiseaux. Une plume, c'est très léger.
Mais c'est comme si mon vrai corps n'existait plus. C'était une sensation vraiment de paix. C'était une sensation de calme. Il n'y avait plus de bruit. Je n'entendais plus le bruit des vagues. Je n'entendais plus rien. Je ne voyais plus mon frère à côté. Je voyais plus rien. Je me voyais juste moi sur mon nuage très, 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 très confortable. Alors, le nuage, il était sur l'eau, mais l'eau était très calme. Et donc, c'était très, très, très agréable. Donc, des sensations de bien-être, des sensations de paix, de calme, pas de bruit, l'impression d'être seule au monde. Donc, j'étais très bien. Je n'ai pas, par contre, vu ma vie défiler, hein. Souvent, on entend des témoignages où les personnes disent: j'ai revu toute ma vie. Moi, je n'ai rien vu. Je n'ai pas revu ma vie, mais on sait que pour les enfants, c'est souvent différent. Donc, moi, je n'ai pas revu ma vie. Je n'ai pas vu de personnes décédées, de personnes mortes, non. Euh, alors, j'avais conscience, alors je ne sais pas si j'avais conscience de la mort, parce que à 9 ans, je n'avais pas forcément une grande idée de la mort, mais j'avais conscience euh, que mon corps n'était plus vraiment mon corps, mais je ne savais pas vraiment ce qui se passait pour moi. Je n'ai pas vu de tunnel, hein. Je sais que beaucoup de gens voient des tunnels. Moi, je n'ai pas vu de tunnel. J'étais sur mon nuage. Donc, mais c'est vrai que probablement, en tant qu'enfant, j'avais peut-être cette idée que le paradis, s'il existe, il était comme dans les nuages. Peut-être que en voyant beaucoup de dessins animés où ils montraient des nuages dans le ciel, peut-être que ça a eu une influence, hein, sur mon expérience de mort imminente. En tout cas, tout était très beau. Voilà, un beau nuage d'un blanc éclatant, un beau ciel, une mer très très calme. Voilà, la paix, une forme de paradis et une lumière intense. Ça, effectivement, j'ai vu une lumière intense, la lumière intense de ce nuage, mais ce n'était pas la lumière d'un tunnel. Voilà. Et par chance, un sauveteur, donc un maître nageur diplômé, dans mon souvenir, je pense qu'il avait entre 20 et 25 ans. Pour moi, en tant qu'enfant, j'avais l'impression qu'il était très musclé, mais peut-être qu'il ne l'était pas, mais c'était ma vision d'enfant. Je ne me rappelle pas du tout qu'il est venu me sauver dans l'eau. Je ne me rappelle pas du tout de lui dans l'eau, pas du tout. Je me souviens juste quand il a pu marcher sur la plage en me portant jusqu'à mes parents. Mais je n'ai pas de souvenir de lui qui me sauve dans l'eau. Donc, je me souviens de ma mère complètement écroulée sur la plage parce qu'elle a pensé que j'allais mourir. Mes parents ont à peine remercié le sauveteur parce qu'ils étaient dans tous leurs états. Et voilà, donc c'est cette expérience, et c'est vrai que depuis, comme beaucoup d'autres personnes le disent, je n'ai absolument pas peur de mourir parce que j'ai, à travers cette expérience, une idée que la mort est douce, que la mort est belle, que la mort est calme. Alors, je vous rassure, hein, je n'ai pas hâte de mourir. Je suis pleine de vie et j'ai envie de vivre longtemps, le plus longtemps possible en bonne santé. Mais euh, voilà, je suis persuadée, j'ai l'intime conviction que euh,
bah, la mort, ça va être un petit nuage sur lequel je vais me reposer et me sentir bien. Par contre, bien sûr, ce n'est pas la même chose pour la dépendance. Devenir une personne âgée dépendante me fait beaucoup plus peur que la mort. Alors, bien évidemment, il y a plein de recherches sur ces expériences de mort imminente qui sont faites dans tous les pays, aux États-Unis, il y en a en France, j'ai vu aussi au Danemark, en Belgique. Bien sûr, pour l'instant, on ne sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est que ben, on pense que, que ces expériences de vie imminente, elles existent vraiment, puisqu'on les retrouve dans tous les pays, mais c'est les expliquer, à quoi elles correspondent. Alors, et puis on sait qu'il peut y avoir des petites différences selon les cultures, et donc là, on voit parfois le conditionnement culturel. Comme moi, avec mon nuage, peut-être que c'était euh, mon environnement culturel qui a fait que j'associe le bonheur, le paradis à un nuage très confortable, peut-être. Eh bien, on sait que, par exemple, dans les cultures où il y a la religion hindoue ou bouddhiste, les témoins parlent beaucoup de Yama, le dieu de la mort, et d'un phénomène d'erreur d'identité où la personne est renvoyée à la vie car elle n'est pas encore attendue par Yama, le dieu de la mort. Il y a des choses similaires en Thaïlande, voilà. Et ce n'est pas, on n'a pas forcément les mêmes récits en Occident. Mais aussi, peut-être que selon les cultures, il peut y avoir plus d'émotions négatives. Bon, même s'il n'existe pas vraiment d'émotions négatives, mais on va dire des émotions comme la tristesse, la peur, on va le retrouver plus dans certaines cultures que dans d'autres. Par exemple, j'ai lu que en Allemagne de l'Est, avant la chute du mur de Berlin en 1989, les personnes en Allemagne de l'Est parlaient plus d'émotions dites négatives, entre guillemets, que les Allemands de l'Ouest. Donc ça, c'est aussi intéressant. Alors, quelle est la part du culturel dans tout ça? Bon, il y a plein d'hypothèses. Donc, certains pensent qu'il s'agit d'hallucinations synesthésiques. D'autres pensent que c'est la conséquence d'états neurophysiologiques qui sont proches du sommeil et qui seraient liés à des phénomènes de mouvement rapide des yeux. Bon, vous avez plein d'hypothèses qui sont formulées. En tout cas, voilà, pour beaucoup, c'est plutôt une expérience positive après. Il y a aussi des personnes pour lesquelles c'est un peu négatif, surtout quand ils pensent ils ont peur d'être peut-être, d'avoir halluciné, qu'on les prenne pour des fous. Peut-être dans ces cas-là, c'est vécu plus négativement. Mais souvent, les personnes ont plus d'empathie suite à cet événement, sont plus sereins dans la vie, ont plus conscience de la valeur de la vie quand ils ont connu la mort. On peut le voir aussi avec des personnes qui ont eu un cancer. Eh bien, ils ont aussi une autre vision de la vie. Bon, moi, ce n'était pas mon cas pour, par exemple, avoir plus d'empathie parce que je pense que j'étais enfant, donc ça n'a pas changé
mon empathie, je pense, mais en tout cas, ça m'a donné une vision de la mort apaisante. Après, on sait que voilà, il y a des personnes où il y a vraiment des changements positifs dans leur vie, dans leurs valeurs. Et c'est très important de pouvoir le raconter. Moi, je sais que ça a été, par exemple, douloureux pour ma mère quand je parlais de ça. Alors, parce que pour elle, elle a eu peur que je meure. Alors que pour moi, c'est quelque chose, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Alors, c'est très important de pouvoir accueillir cette parole, même si vous n'y croyez pas, mais en tant que thérapeute, bien, j'ai souvent rencontré des personnes qui me parlaient de choses extraordinaires que la science n'est pas forcément capable d'expliquer aujourd'hui, mais les accueillir sans jugement, avec une écoute empathique. On a besoin de verbaliser nos émotions, de verbaliser notre vécu, notre expérience. Voilà. Eh bien, moi, ça m'intéresserait. Et oui, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, que quand j'étais sur ce nuage, eh bien, il y a eu une grande sécrétion d'endorphine, forcément. Vous savez, l'endorphine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, où, où on sécrète cette endorphine. Et donc, je ne ressentais plus du tout la douleur. On peut le ressentir dans des cas de douleur immense, de stress ou d'excitation intense. Et moi, je ne ressentais plus tout ça grâce à la sécrétion d'endorphine. Bien sûr, je ne savais pas que c'est ce qui se produisait quand j'avais 9 ans. Voilà. Et j'ai vu, pour terminer, pour clôturer, que aux États-Unis, il y a une fondation de recherche sur les expériences de mort imminente où ils recueillent, où ils collectent, recueillir, collecter, c'est un synonyme, où ils recueillent et où ils collectent les témoignages de, de personnes du monde entier qui ont vécu une expérience de mort imminente. Et vous, est-ce que vous avez vécu une expérience de mort imminente? Si c'est le cas, ça m'intéresse. J'aimerais bien que vous partagiez aussi votre témoignage. Merci à tous de m'avoir écouté pour ce 4e podcast. Et n'hésitez pas à me faire des suggestions de sujets, de thèmes qui vous intéressent et je pourrai éventuellement en parler lors d'un de mes prochains podcasts. Plein de bonnes choses à vous. Merci. Au revoir.